la première question. Dans son dernier rapport de 2015, le Conseil norvégien pour les réfugiés a révélé le chiffre record de 38 millions de déplacés internes à travers le monde. Quel commentaire faites-vous sur ces chiffres impressionnants, Madame Bilek? Alors, le premier commentaire, c'est qu'effectivement, ils sont impressionnants. Donc c'est les chiffres les plus élevés en fait, qu'on ait recensés jusqu'à présent. Donc ça fait 16 ans que l'IDMC existe. Et en 16 ans, c'est la première fois que le chiffre est aussi élevé. Donc en même temps, il y a plusieurs choses à comprendre par rapport à ce chiffre. La première, c'est qu'il représente, donc il prend en compte. En fait, c'est un chiffre cumulatif. Donc, c'est vraiment le total des personnes déplacées au 31 décembre 2014. Et donc, il inclut les personnes qui ont été nouvellement déplacées, donc qui ont été déplacées pour la première fois suite à une crise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014. Mais il inclut également toutes les personnes qui sont déplacées, pour certaines depuis plusieurs années, voilà, et qui n'ont pas trouvé de solution, en fait, de solution durable à leur déplacement. Donc, des personnes qui n'ont pas pu rentrer chez elles, qui n'ont pas pu s'installer de façon durable à l'endroit où elles avaient trouvé refuge, ou enfin en gros qui n'ont pas trouvé de solution. Donc c'est vraiment un chiffre, c'est effectivement un chiffre effrayant. Oui, effrayant. Quelle a été la réaction des instances internationales et des gouvernements suite à ce chiffre, à la publication de ce rapport? Écoutez, pour l'instant, on n'a pas vraiment de réaction, je dirais. Non, on n'a pas d'écho, c'est-à-dire on a fait une conférence de presse, il a été lancé ici à Genève la semaine dernière, une conférence de presse à laquelle beaucoup de journalistes du monde entier ont assisté. Notre secrétaire général, donc le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés, Jan Egeland, a donné plusieurs interviews, notre directeur d'IDMC aussi, moi aussi, mes collègues. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de réaction officielle soit d'un gouvernement, soit d'une instance internationale. Alors le Conseil, le HCR, le Commissariat pour les réfugiés, a lancé le rapport avec nous, comme il le fait en général chaque année. Donc ils sont derrière ces chiffres, quoi. Ils les soutiennent. Et il les dissémine, il les communique en même temps que nous. Mais c'est vrai que on ressent quand même, je sais pas, c'est peut-être un petit peu, c'est peut-être un peu exagéré de dire ça, mais on ressent quand même une certaine fatigue. Ou en tout cas on ressent que la communauté internationale est un peu perdue devant ces chiffres, quoi. Elle sait pas trop comment y réagir. D'accord. C'est peut-être aussi pour ça que ça explique pourquoi il n'y a pas eu en fait une réaction de choc, de panique. L'année dernière, on a publié l'année dernière en septembre notre deuxième grand rapport annuel qui sort chaque année sur les personnes déplacées par les catastrophes naturelles. Et ça, effectivement, ça a quand même fait ça a eu beaucoup plus d'impact parce que les chiffres étaient vraiment impressionnants et ont montré qu'il y avait plus de déplacés par les catastrophes naturelles que par les conflits cette année-là, en 2013. Ah, d'accord. Et donc et en plus on l'a publié juste avant le sommet sur le climat, donc les gens ont vraiment fait le lien avec le changement climatique. Mais c'est vrai que ce rapport, pour l'instant, c'est pas pour dire que ça viendra pas, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de réaction officielle au niveau international. Vous dites dans le rapport que l'une des raisons de ces déplacements, c'est la violence et les conflits. Avez-vous recensé d'autres raisons qui poussent ces populations à risquer ainsi leur vie pour fuir leur pays? Oui, alors pour ce rapport, donc celui qu'on vient de publier, les 38 millions, c'est effectivement ça concerne les personnes déplacées par les conflits et la violence. Donc ça se limite, je dirais, à ces deux choses. Ce qu'on essaye de montrer quand même à chaque fois dans le rapport, c'est bien sûr les causes sont c'est jamais des relations de cause à effet aussi directes que ça. Donc on essaye de montrer justement la multicausalité, on va dire, ou la complexité du phénomène. Donc on montre que des personnes qui sont déplacées par un conflit à un moment donné peuvent être déplacées une seconde fois ou une troisième ou une quatrième fois par exemple une inondation, un glissement de terrain, etc. Ça arrive assez souvent, surtout dans des camps de déplacés, dans des zones à risque.
Et comme je vous l'ai dit, à l'IDMC, en fait, notre travail ne se limite pas seulement au conflit et à la violence, mais on publie aussi des estimations sur les personnes déplacées par des catastrophes naturelles, donc essentiellement donc inondations, typhons, tremblements de terre, etc. Donc des catastrophes, je sais pas comment on dit en français, sudden onset, c'est-à-dire à déclenchement rapide en fait. C'est ce qu'on appelle les réfugiés écologiques, quoi. Alors voilà. Mais un petit peu faire attention à la terminologie. Donc ce sont dans notre cas, nous on s'intéresse pas, mais on étudie le phénomène des déplacements internes. Donc ce sont pas des réfugiés dans le sens où ils ne travaillent pas. D'accord. C'est des personnes qui sont déplacées à l'intérieur des frontières de leur pays. Et pour ce qui est des déplacements, vous appelez ça écologique, d'autres personnes vont appeler ça climatique. Nous, en fait, on évite d'appeler ça comme ça parce que on a montré à travers nos études que c'est pas le changement climatique en soi qui cause directement ces déplacements. En fait, ce qui explique ces déplacements, ce sont essentiellement des questions de vulnérabilité, des questions d'exposition. En fait, c'est de plus en plus de populations sont exposées à ces risques et de plus en plus de populations sont vulnérables. Donc, en fait, même le terme de catastrophe naturelle, il est faux, puisque c'est plutôt des catastrophes humaines. Ça pourrait être évité si elles étaient mieux protégées, si les gouvernements étaient mieux préparés à ces risques. Donc voilà, le terme réfugié écologique, je vois ce que vous voulez dire, mais c'est pas exactement le bon terme. Ma question, Madame Bilek, c'est quelle est la différence entre ce type de réfugiés, entre les réfugiés, comme j'ai dit, écologiques ou climatiques, et les réfugiés qui fuient la guerre et la misère? Quelle est la différence entre eux? En quoi ils diffèrent-ils? Alors, encore une fois, je vais vous parler, moi, des personnes déplacées internes, pas des réfugiés. D'accord, déplacés, d'accord. Voilà, donc les déplacés internes. Alors, il y a plusieurs différences. D'un point de vue, c'est là que ça devient un petit peu compliqué. D'un point de vue juridique, les déplacés internes sont tous sous la responsabilité de leur État. Donc c'est une responsabilité nationale, c'est le gouvernement national qui doit venir en aide à ses citoyens. On parle de personnes qui ne traversent pas les frontières. Et donc là, qu'ils soient déplacés par un conflit, de la misère ou un glissement de terrain, peu importe en fait. D'un point de vue juridique, ils restent sous la responsabilité de l'État. Là où juridiquement ça change, c'est effectivement quand ils traversent la frontière et qu'ils deviennent réfugiés. D'accord. Parce que les réfugiés, donc protégés par les conventions de Genève, etc. Il n'y a pas en fait de cadre légal et juridique pour des personnes qui sont déplacées par des catastrophes. Ah, d'accord. Donc c'est là que il y a un vide juridique. Très bien. Voilà. Donc ça c'est une première différence. La deuxième différence, et je dirais que ça n'en est pas vraiment une, mais c'est un mythe. En fait, c'est souvent une perception qu'ont les gens. Souvent, on entend les gens dire les personnes qui sont déplacées par des catastrophes ont tendance à, comme c'est pas politique, ont tendance à pouvoir rentrer chez elles, par exemple, dès que leur maison est détruite, etc., elles peuvent directement rentrer chez elles. Alors que les personnes déplacées par un conflit, en général, on parle de situation d'insécurité qui fait que souvent, elles ne peuvent pas rentrer chez elles après 6 mois ou 1 an. Mais même ça, ce que notre analyse est en train de montrer, c'est que c'est pas vrai. En fait, que les personnes déplacées par les catastrophes sont de plus en plus maintenant déplacées sur des périodes très très longues. Alors pour vous donner l'exemple de l'Haïti, après le tremblement de terre en Haïti, c'était il y a 6 ans maintenant. Les personnes sont toujours déplacées aujourd'hui. Il y en a très peu qui ont pu rentrer chez elles. Donc là, on parle de déplacements prolongés, quelle qu'en soit la cause, que ce soit conflit ou catastrophe. Donc ça devient vraiment un phénomène global. Ces déplacements qui se prolongent dans le temps, et c'est là que la réponse devient de plus en plus compliquée. On ne sait plus comment venir en aide à ces personnes. Et ce que notre rapport a montré cette année, nos rapports qu'on vient de publier, c'est que dans la majorité des cas, les déplacements sont prolongés. On a recensé des personnes qui sont déplacées pendant plus de 10 ans. Et dans un cas, on parle même de 20 ans, 30 ans. Il y a vraiment des cas comme ça dans la majorité des pays que l'on suit. Donc,
Ça, c'est vraiment une réalité. Madame Guilec, vos prévisions pour les prochaines années, est-ce que ces chiffres dont vous parlez sont appelés à augmenter ou à baisser? Bon, alors encore une fois, c'est difficile de prévoir l'avenir. C'est pas vraiment ce qu'on fait ici à la DMC, mais c'est vrai qu'à partir du moment où la cause principale de ces crises, de ces déplacements prolongés, c'est essentiellement un échec politique, et que ce sont des crises, des conflits vraiment qui sont, par exemple, le conflit en Syrie, en Irak, etc., ne sont pas prêts d'être résolus dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Donc c'est vrai qu'on peut que s'attendre à ce que ces chiffres continuent à augmenter. Et si on ajoute à ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait que on a très peu de données en fait sur les retours, on ne sait pas en fait si les personnes trouvent une solution à leur déplacement, et donc chaque année les chiffres ne font que gonfler, puisqu'on ne soustrait pas en fait, on n'arrive pas à soustraire des gens qui ne sont officiellement plus déplacés. Donc en fait la courbe continue à augmenter, croître, quoi. L'Europe veut que des pays de transit comme l'Algérie, la Libye et la Tunisie servent de pays de filtrage pour les demandes des réfugiés. L'Europe est-elle incapable d'endiguer ce phénomène par ses propres moyens? Alors, c'est un petit peu difficile de faire des commentaires là-dessus. Comme je l'ai dit, nous, notre mandat vraiment se focalise sur les personnes déplacées internes. Donc, on a très peu de données en fait sur les personnes qui commencent leur parcours en fait comme déplacés internes avant de devenir des réfugiés. Donc, on a très peu regardé cette problématique-là. C'est vrai que sur la problématique, la thématique de la Méditerranée, etc., je dirais que je ne serais pas la meilleure personne à répondre à cette question, à part de vous dire que effectivement, quand on voit 38 millions de personnes déplacées internes, et qu'on comprend que voilà, beaucoup de ces réfugiés qui sont maintenant en train d'essayer de traverser la Méditerranée pour arriver en Europe sont sûrement des personnes qui ont commencé cette trajectoire d'exil en étant déplacées internes. Donc ça n'augure rien de positif pour l'avenir. Et c'est vrai que l'Europe va devoir mettre en place beaucoup plus investir davantage pour gérer cette problématique. Sans vouloir être pessimiste, c'est vrai qu'on ne voit pas vraiment d'issue positive sur base de ce qui est en train de se faire aujourd'hui. D'accord, oui. Quelle est la part de responsabilité des États occidentaux dans ce flux migratoire qui a fait son 1200 morts en 2 jours? La politique interventionniste des pays de l'OTAN n'est-elle pas pour quelque chose? Encore une fois, c'est difficile de répondre à cette question. La part de responsabilité des États occidentaux dans le flux migratoire et le décès de ces 1200 personnes, je peux pas faire de commentaires là-dessus. En revanche, un des messages qu'on essaye de faire passer, c'est que la situation des personnes déplacées internes, comme je vous l'ai dit, c'est le résultat d'un échec politique avant tout au niveau national, donc au niveau des pays qui sont eux-mêmes responsables de leurs propres citoyens. C'est aussi un échec de la communauté internationale, puisque dans quelle mesure? Dans la mesure, par exemple, où le fait qu'on n'arrive pas à apporter une réponse qui s'inscrit dans le long terme à ces personnes déplacées pour que justement elles puissent trouver une solution durable au niveau de leur pays même, pour éviter justement qu'elles prennent la décision de traverser la frontière et de fuir encore plus loin. Cette incapacité à trouver une réponse qui s'inscrit dans le long terme, c'est aussi le reflet d'une incapacité de la communauté internationale à répondre et à assurer, disons, une transition effective entre l'aide humanitaire et le développement durable. D'accord. Et c'est ça souvent qu'on voit au niveau des pays, des situations qu'on suit, c'est que la réponse est incomplète et elle est insuffisante. Alors je dis pas que c'est une responsabilité uniquement au niveau de la communauté internationale, c'est avant tout une responsabilité étatique, une responsabilité nationale, mais bien sûr, je veux dire, la communauté internationale a un rôle à jouer. Ce qu'on a montré dans ce rapport, c'est qu'il y a beaucoup de populations de déplacés internes qui sont déplacées depuis des années, depuis des décennies pour la plupart, qui sont complètement abandonnées à elles-mêmes.
qui ont été totalement négligés, qui n'ont plus aucune attention médiatique, qui n'ont plus aucune assistance humanitaire parce qu'ils ne sont plus du tout considérés comme une urgence humanitaire. D'accord. Et bon, on peut s'interroger sur ce qu'elles vont devenir. Oui. Voilà. Et comme vous dites, c'est un problème global et aussi il est endémique. Peut-on objectivement arriver à éradiquer ce phénomène et si oui, comment? Alors, pourra-t-on un jour l'éradiquer complètement? Probablement que non. Je pense que le déplacement, c'est comme les conflits. Je pense que ça fait partie de la société dans laquelle on vit. Oui. Ceci dit, c'est vrai que des mesures peuvent être prises pour prévenir le déplacement et pour faire en sorte qu'ils n'atteignent pas des niveaux tels que celui qu'on a recensé cette année. Donc ce qu'on essaye de montrer à la DNC, ce sont les causes structurelles de ces problèmes pour essayer de pousser justement les gouvernements à travailler sur ces causes systémiques et structurelles plutôt que de toujours aborder la question une fois qu'elle est là sur le terrain avec de l'aide humanitaire et de l'assistance d'urgence. Donc essayer de replacer en fait la problématique dans son contexte et de présenter maintenant de plus en plus la question des déplacements comme une question de développement, c'est une question de développement durable. Elle doit être comprise comme telle. Donc c'est plus simplement un phénomène humanitaire là. On est vraiment, il en va de du développement social, économique, politique des pays. Donc, quelque part, oui, allez, continue. Le déplacement et finalement le déplacement interne, c'est vraiment un symptôme de ces échecs de développement en fait. Et on aimerait vraiment qu'il soit compris de cette manière-là. Donc si on comprend bien, le rapport dit que l'aide humanitaire ne suffit plus Non, absolument pas. D'accord. C'est que vous appelez à une nouvelle stratégie pour régler ce problème effrayant. Alors c'est vrai que nous on n'est pas là pour faire des recommandations extrêmement, enfin on n'a pas les moyens finalement de faire des recommandations extrêmement élaborées à ce niveau-là, mais c'est vrai que ce que ça montre clairement, c'est que l'aide humanitaire ne suffit plus, c'est un problème politique, il faut un engagement politique et diplomatique des pays et de la communauté internationale, et que le déplacement de population doit être recontextualisé en fait dans le débat mondial sur le développement durable. Sans ça, il ne sera jamais réglé parce que c'est vraiment une question de développement durable. Quand on voit des populations qui sont déplacées sur 20 ou 30 ans, comment est-ce qu'on peut penser que c'est juste quelque chose qui peut se régler sur le court terme? Voilà. Donc c'est à peu près ça. Merci. Je vous en prie.